En 1994, un génocide a été commis au Rwanda. Un groupe majoritaire, les Hutus, ont procédé à l'extermination d'un groupe minoritaire, les Tutsis. 800 000 morts pour une population de 8 millions. Vous avez bien entendu ? Ça veut dire 1 homme sur 10 dans la fosse commune. Le pays a été décimé au sens étymologique du terme. Évidemment, cet événement a eu un écho dans le monde entier, et cet écho, il s'explique notamment parce que personne n'a vraiment compris comment une telle chose pouvait être possible. Comment en est-on arrivé là ? Quel état de démence faut-il pour qu'un peuple entier se mette à massacrer des voisins et des amis ? Quel outrage espérait-il réparer ? De quel tribunal appliquait-on la sentence ? C'est sûrement pas très clair pour vous, et à vrai dire, c'est pas très clair pour grand monde. Alors bien sûr, vous pouvez aller regarder des reportages sur YouTube, faits par Arte, par France 24, par Mediapart, et vous pouvez avoir une idée un peu plus précise, mais personnellement, je trouve que ces reportages ne répondent pas à la question « Pourquoi ?». Ça reste une vraie énigme. Effectivement, ils finissent par trouver une sorte de réponse en filigrane, une réponse un peu unanime qui est que la cause de ce génocide, c'est le racisme. Et c'est pas vrai ? Si. Bon si c'est vrai, je vois pas où est le problème. Disons que c'est un aspect de la chose, mais une fois qu'on l'a dit, on tombe dans des automatismes, ces fameux automatismes du langage antiraciste contemporain. On se met à tout résumer à des doctrines racistes effectivement véhiculées dans le pays quelques décennies plus tôt, et hop, on clôt en disant « Voyez le résultat du racisme, un génocide, c'était le cas en Allemagne, ça l'est aussi au Rwanda. » Mon avis, c'est qu'il y a une part de vrai. C'est une cause nécessaire mais pas suffisante. D'autres paramètres ont dû envenimer la situation, et peut-être même qu'ils ont été plus importants. Avec cette série, nous allons désembrumer un peu l'un des grands mystères de l'histoire africaine. Bienvenue sur l'étoffe d'un chef, aujourd'hui, le génocide rwandais. Le Rwanda, c'est quoi ? Je veux dire, c'est quoi à l'état naturel, dépouillé de sa gangue coloniale ? C'est un royaume africain. Lorsque les Européens sont arrivés au Rwanda, ils ont trouvé une monarchie qui était à une sorte d'apogée. Alors c'était un petit royaume, d'accord, mais sans forcément parler de sa taille, il était organisé, centralisé, autoritaire. Il faisait pas une politique tribale, mais il était vraiment en train de construire un petit État. Et ça, c'est pas commun. Notez qu'il n'est pas le seul. Il a des voisins. Le royaume du Burundi, au sud, l'Ouganda, au nord-est. Pourquoi ? Parce que visiblement, c'est une région assez prospère d'un point de vue géographique. La température y est un peu plus basse qu'au Congo, la végétation y abonde, les grands lacs sont poissonneux. Et comme cette région est volcanique, le sol est assez riche, notamment riche en sel. Je le précise parce que l'extraction du sel est indispensable à un bétail en bonne santé, et ça c'est important. Dans la monarchie du Rwanda, qui est dirigée par un roi, le Mwami, le pouvoir est détenu par les pasteurs, ceux qui possèdent le bétail. Et en dessous d'eux, il y a les cultivateurs. Et là intervient un premier élément intéressant. Les pasteurs sont la plupart du temps des Tutsis, tandis que les cultivateurs sont la plupart du temps des Hutus. Tutsi, Hutu, comment on fait la différence ? Je ne vais pas vous cacher que cette question recouvre une sorte de polémique. Certains historiens, à la suite de Jean-Pierre Chrétien, essayent de nous convaincre que cette distinction a été apportée par le colonisateur. Avant, les Tutsis et les Hutus désigneraient des groupes socio-professionnels, et depuis les colons, elles désigneraient des races. C'était une façon pour lui d'accuser les colons d'avoir importé le racisme au Rwanda. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt nuancer et reparler de tout ça, mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'il faut beaucoup de mauvaise foi pour croire que les colons ont apporté l'idée même de race Hutu et Tutsi. On a vu dans l'épisode sur Stanley que les Arabes, eux aussi, avant l'époque coloniale, s'interrogeaient sur les différences morphologiques entre les deux groupes. D'ailleurs, les Rwandais eux-mêmes étaient parfaitement au courant de leurs différences physiques et ne l'attribuaient pas au manque de viande, comme je l'entends parfois bêtement, mais bien à une différence de lignée. Les Tutsis avaient la peau plus claire, ils étaient plus grands, leur taille pouvait souvent atteindre les 2 mètres, leur nez et leurs lèvres étaient plus fins. Les femmes avaient souvent un haut front bombé vers l'arrière. Les Hutus, eux, étaient plus noirs et plus petits. Cependant, avec les multiples mariages mixtes ayant eu lieu au XXe siècle, cette distinction est beaucoup moins nette de nos jours. Dans l'ensemble, les Tutsis et les Hutus étaient donc bien des catégories raciales. Les Hutus formaient 85% de la population, ils étaient souvent cultivateurs, tandis que les Tutsis en formaient 14%, ils étaient le plus souvent pasteurs, et on suppose que les Tutsis sont arrivés dans la région en plusieurs vagues entre le XIe et le XVIe siècle.
mais nous en sommes réduits à des hypothèses. Par ailleurs, je précise que selon les dernières recherches de la génétique moderne, les Tutsis ont bien une maigre ascendance nilotique, même si, comme les Hutus, l'immense majorité de leurs ascendants sont bien des Bantous. Bon, maintenant on va s'arrêter là parce que dès qu'on commence à parler de ça, à parler d'une petit peu une étude génétique de ces groupes-là, on va se faire très rapidement accuser de faire le lit du racisme en réalité. En fait, on ne sait pas très bien, ça reste quand même très flou, mais les tribus Tutsis semblent avoir dominé plus ou moins les Hutus. À la veille du génocide, les Hutus disaient que les Tutsis étaient des colons, au même titre que les Blancs, et même pire encore que les Blancs. Ce mot de colon, il est un peu excessif, mais on voit bien que pendant les nationalismes modernes, on se met toujours à regarder le passé en regardant qui est de souche et qui ne l'est pas. Donc on aurait deux ethnies. C'est un terme impropre. En réalité, deux ethnies doivent se distinguer l'une de l'autre parce qu'elles ont une proximité raciale, mais un éloignement culturel. Normalement, c'est ça. Une ethnie, c'est une subdivision au sein d'une race dans laquelle il y a une communauté de culture. Ce mot, il est clairement impropre pour la simple et bonne raison qu'il y a une communauté de culture totale. Les Tutsis et les Hutus, au moment où on les trouve, parlent la même langue, vivent dans les mêmes villages, ont la même culture, ils révèrent la même religion traditionnelle, ils ont le même roi, et ils vivent tous au milieu des uns des autres. Donc ici, ça correspond pas du tout à la définition. En fait, ce sont pas des ethnies, mais des pseudo-ethnies. Pour simplifier, on va souvent parler d'ethnie pour distinguer ces deux groupes. C'est comme ça, c'est l'usage. Alors, il y a bien des tensions entre ces pseudo-ethnies, mais ce ne sont pas des tensions raciales, ce sont des tensions sociales. Ça, c'est important. Le Rwanda arrive à une sorte d'apogée avec les conquêtes du Mwami Kigeli IV à la fin du 19e siècle, et ce roi, le roi Kigeli, il favorisait les Tutsis. Par exemple, les soldats Tutsis qu'il voulait récompenser, il les installait dans des villages et les agriculteurs Hutus leur devaient obéissance et tribut. Ensuite, beaucoup de paysans étaient soumis à des corvées obligatoires, en échange de quoi ils pouvaient louer le bétail. Donc vous voyez qu'au Rwanda, c'est vraiment le pastoralisme qui fonde le pouvoir. Je le note parce que c'est pas le cas partout en Afrique. Dans les pays voisins, c'est plutôt la traite d'esclaves ou la traite d'ivoire qui fonde le pouvoir. Bon ici c'est le bétail. Donc déjà on peut faire une pause et simplement observer ce tableau et se dire est-ce qu'il y a ici matière à génocide, à ton avis? Ben non. Pourquoi? Parce que ce que tu dis là, c'est une sorte de servage. On a connu ça aussi chez nous. Oui, la différence entre Kigeli et un seigneur féodal européen, c'est que la puissance des seigneurs chez nous, elle était tirée de la propriété foncière, tandis que là-bas, c'est la propriété du bétail qui fait la puissance des chefs Tutsis. À part ça, on est dans une société inégalitaire, comme il y en a absolument partout. A priori, il n'y a pas ici matière à dégénérer en génocide, enfin pas plus que dans n'importe quel endroit de la planète. Le sujet de la définition exacte de ces groupes Hutus et Tutsis fut l'occasion d'une querelle fameuse entre deux historiens, Jean-Pierre Chrétien et Bernard Lugan. Lugan préférait insister sur l'origine raciale du groupe Tutsi et Chrétien sur son origine socio-professionnelle. Chacun a accusé l'autre, sous couvert d'arguments politiciens, d'être complètement en marge de la communauté scientifique. Personnellement, je trouve qu'il y a chez Chrétien parfois une sorte de pudibonderie, un refus de regarder dans les yeux des différences physiques pourtant très visibles, comme s'il ressentait une phobie instinctive dès qu'il est question de race. Cela étant dit, là où l'argumentaire de Jean-Pierre Chrétien est parfois intéressant, c'est que la conception de ces races au Rwanda n'est jamais très stricte. Il ne faut pas s'imaginer des catégories trop sclérosées. Elles s'interpénétraient de temps en temps, soit par mariage mixte, fréquent, soit en jouant sur leur imprécision ou sur une apparence physique ambiguë. Dans certaines régions, les chefs Hutus sont beaucoup plus puissants que certains Tutsis, et cela favorise les mariages arrangés entre les deux groupes. De plus, un Hutu qui parvient à acquérir des vaches et qui a fait une bonne carrière peut très bien être autorisé par le Mwami à se considérer comme Tutsi, lui ainsi que ses descendants. Finalement, ces catégories pseudo-ethniques, elles sont visiblement beaucoup plus souples que ce qu'on entendrait d'une ethnie ordinaire. Donc au stade où on parle, il n'y a rien de sclérosé. De plus, la monarchie, de par son caractère sacré et symbolique, de par sa communauté de langage, est un facteur d'unité entre tous ces groupes. L'autorité du Mwami est acceptée par tous. Et puis un beau jour dans ce monde arrivent les colons. Alors, donc les colons, ce sont des Belges, c'est ça? En gros, oui. Il y a bien eu une première colonisation allemande avant la Première Guerre mondiale, mais elle est assez négligeable. En fait, dès le début, les missionnaires étaient soit français, soit belges. Et ce sont ces missionnaires et l'administration coloniale belge, à partir de 1916, qui vont sculpter cette nouvelle société rwandaise.
Quand les missionnaires sont arrivés, ils ont remplacé la religion traditionnelle rwandaise par le christianisme, catholique ou, dans une moindre mesure, protestant. Ce faisant, ils érodaient un peu le pouvoir du Mwami qui était traditionnel et sacré. Le Mwami, qui s'appelle Musinga, qui est donc le fils de Kigeli IV, détestait les missionnaires chrétiens. Il était convaincu que les missionnaires étaient en train de saper son autorité. En tout cas, ils en sapaient les fondements sacrés. Son hostilité était tellement forte que les Belges ont fini par le déposer en 1931. Il le remplace par son fils Mutara, qui lui est chrétien. Nous, on va s'intéresser un petit peu aux missionnaires. En 1922, un personnage important de cette histoire, un Lorrain, Léon Classe, est nommé vicaire apostolique du Rwanda et il gagne alors une grande influence sur l'administration belge puisqu'il passe pour un spécialiste du Rwanda. Il va être pratiquement le personnage le plus important du régime pendant très longtemps. Et c'est cet homme dont aujourd'hui l'héritage est extrêmement critiqué. On dit que Monseigneur Léon Classe a créé le climat propice au génocide. Après s'être heurté à plusieurs reprises aux haines farouches de la monarchie et des Tutsis en général, Monseigneur Classe en vint à la conclusion que pour christianiser le pays, il faut christianiser les élites en premier. Mais comment faire si les Tutsis ne les aiment pas? Eh bien, pour attirer les Tutsis dans son giron, il va leur faire comprendre que s'ils se convertissent, ils maintiendront tous leurs privilèges. Ils seront en quelque sorte les favoris du pouvoir colonial. Les missionnaires ont une vision très hiérarchique de la société. Les élites en haut, les suiveurs en bas. Ça, c'est une société qui fonctionne. C'est son côté réaliste à Monseigneur Classe. Comme en arrivant au Rwanda, il voit des Tutsis puissants et des Hutus plus faibles, spontanément, il s'est mis à supposer que la société africaine était raciale dans son fonctionnement ordinaire. Et que donc, si l'on veut adapter la politique de christianisation mondiale aux réalités africaines, il fallait rentrer dans ce moule racial africain. Christianisons cette minorité Tutsi, éduquons-la, enrichissons-la, on gagnera du temps et de l'énergie car les Tutsis emmèneront ensuite les Hutus à leur suite, par remorquage. Cela est dû, pense-t-il, à des qualités naturelles Tutsis. Ces qualités qui sont génétiques, en quelque sorte. Les Tutsis sont des dominateurs. Ils dominent bien, ils arrivent à se faire écouter, à se faire respecter. Ils seront donc un intermédiaire idéal entre nous, la classe des colons et des missionnaires, et le peuple, majoritairement Hutu. On aurait donc une société coloniale à 3 échelons. Par conséquent, Monseigneur Classe souffle aux autorités coloniales une politique de privilège racial systématique. On construit des écoles, mais elles seront pour les Tutsis. On fait un séminaire à Kapgaï qui forme à la théologie, à la philosophie, aux belles lettres. Il sera pour les Tutsis. On fait une grande réforme de simplification administrative. Les chefferies, qui s'organisent en 3 degrés jusqu'ici, n'en compteront bientôt plus que 2. Adieu les chefs Hutus, il ne restera plus que des Tutsis. Et puis bien sûr, on va faire des cartes d'identité. On va marquer la catégorie ethnique sur les cartes d'identité, Hutu ou Tutsi, pour que nous, les colons, nous puissions faire la différence. Mais il pensait que les Tutsis étaient supérieurs. Oui, il y a vraiment cette idée chez les colons et les missionnaires que les Tutsis sont supérieurs. La preuve, ils sont plus grands, ils ont la peau plus claire, un peu comme s'ils avaient du sang blanc. Ou, en langage pseudo-scientifique de l'époque, n'aurait-il pas des origines hamitiques? Hamitique, ça veut dire qu'on le ferait descendre de Cam, l'un des 3 fils de Noé. C'est du bricolage tout ça. Ah oui, c'est du bon gros bricolage pseudo-rationaliste, je suis d'accord. Ils ont la peau plus claire, donc ils ont du sang blanc, donc ils sont faits pour dominer. Clairement, ce genre de choses, ça passe pas au baccalauréat 2024. Mais surtout, ça aboutit à quoi, ce jargon? Ça aboutit à une société où l'ethnie devient un ticket d'entrée pour s'élever socialement. Et évidemment, les Tutsis vont prendre ça très au sérieux. Ils sont flattés lorsqu'on parle d'eux en ces termes. Et comme pour se conformer à l'image que l'Europe donne d'eux, ils se mettent à jouer un peu les courtisans en jouant de leur haute taille. Ils mettent en valeur leurs épaules, les femmes se parent de grands colliers et de perles, elles élèvent leurs chignons de façon visible pour se donner cet air de Néfertiti qui les rend si charmantes à la cour du Mwami. Mais vous savez quoi, il y a pire encore. Toutes ces conceptions raciales sont rapportées sur un plateau au Burundi voisin. Le Burundi est un pays qui ressemble beaucoup au Rwanda. Il y a là aussi des Tutsis et des Hutus. Et les colons se disent, c'est exactement pareil. Et donc, les recettes du Rwanda, on va les appliquer aussi au Burundi. D'ailleurs, ça ne forme en fait qu'une seule grande colonie, le Rwanda-Urundi. Boulette catastrophique. Au Burundi, les rapports entre Hutus et Tutsis
n'ont pas cette connotation de guerre de classe. Ce sont des rapports beaucoup plus délicats. De plus, le Mwami du Burundi ne prétend pas être Tutsi, ça fait quand même une différence. Mais la colonie belge n'a pas le temps de faire du cas par cas, ce qui vaut pour les uns vaut pour les autres. On impose au Rwanda et au Burundi les mêmes médicaments. Voilà, ce que je t'ai dit là, c'est ce que beaucoup d'historiens, à commencer par Jean-Pierre Chrétien, considèrent comme la genèse coloniale du génocide rwandais. Une fois que les colons ont installé cette hiérarchisation raciale, un événement précipite l'entrée du pays dans l'ère de la violence. En 1959, une fraction politique Hutu décrète une révolution sociale. À cette époque, il existe 3 pôles de pouvoir. Premier pôle, c'est l'élite Tutsi. C'est une monarchie extrêmement prestigieuse, désormais chrétienne et surtout nationaliste. Le roi du Rwanda, dont je vous l'ai dit, il s'appelle Mutara, il est chrétien, il est entouré par un parti indépendantiste, l'UNAR, et la monarchie, ici comme au Maroc, comme en Libye ou ailleurs, est pressée de décoloniser. Et elle tient un discours pratiquement tiers-mondiste. L'UNAR est même prêt, pour obtenir son indépendance, à se tourner vers les soviétiques, comme Patrice Lumumba au Congo voisin. Et on la comprend, il suffit juste de regarder le schéma. Étant donné la structure du pouvoir à l'époque, il suffit que les colons s'en aillent pour que le pouvoir tombe de l'élite coloniale à l'élite Tutsi, donc c'est tout à fait logique. Le deuxième pôle de pouvoir, c'est une contre-élite Hutu qui est apparue dans les années 50 et dont la préoccupation est beaucoup moins d'accéder à l'indépendance que de supprimer l'oppresseur Tutsi. Cette contre-élite a un représentant émérite qui est un ancien séminariste, l'actionnaire catholique Grégoire Kayibanda. Lui et ses amis sont signataires d'un manifeste appelé Manifeste des Bahutus. Ce texte, très célèbre, qualifie les Tutsis de colonisateurs. Les Tutsis sont vus comme des colonisateurs plus détestables encore que les Belges. Enfin, au-dessus, il y a les autorités coloniales et religieuses, qui arrivent au bout de 40 ans de colonisation. Elles ont fait pas mal de réformes, le pays a énormément évolué, et le temps passe si bien que ces autorités, dans les années 50, changent de bord politique. Elles entrent sous l'emprise d'une tendance politique très propre à cette époque qu'on appelle la démocratie chrétienne. Donc fini les conservateurs du genre de Monseigneur Léon Classe, là maintenant ils ont tous été remplacés par des démocrates chrétiens. C'est un courant qui était assez répandu en Europe après la Seconde Guerre mondiale et donc rien d'étonnant à ce que les autorités coloniales subissent son influence. Que ce soit l'évêque de Cap-Gaï, Monseigneur Pérodin, que ce soit le gouverneur de la colonie, Arroy, ou surtout le résident spécial qui arrive en 1959, Guy Logiste, tous ces gens sont des démocrates chrétiens. Mais ça fait quoi que ce soit des démocrates chrétiens? Eh bien, ce sont des chrétiens, mais dont la philosophie politique est typiquement moderne. Ils réutilisent certains thèmes révolutionnaires, la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité, la justice sociale. En fait, ils récupèrent un corpus qui a fait le succès de la Révolution et ils le transportent où? À l'intérieur de l'Église, qui jusqu'ici était à peu près hermétique. Dans l'ensemble, c'est ça, les démocrates chrétiens. Et ça donne ainsi des évêques qui sont très humanistes, très progressistes, comme ce Monseigneur Pérodin. Donc c'est des colons, mais version un peu évoluée, quoi. C'est comme des colons, normaux, chrétiens, blancs, belges, un brin prétentieux, mais c'est une version 2.0, remasterisée, avec quelques bugs qui n'ont pas été bien corrigés. Quel bug? Aujourd'hui, ces gens, ils ont mauvaise réputation. En fait, on accuse les démocrates chrétiens d'avoir propulsé au pouvoir le parti Parmé Hutu, qu'on considère comme pré-génocidaire. Le Parmé Hutu, c'est le parti que s'apprête à fonder Grégoire Kayibanda. C'est quand même un gros revirement, parce que du temps des conservateurs, la Belgique était pro-Tutsi, entre guillemets, et avec les démocrates chrétiens, elle devient pro-Hutu. Et pourquoi? Parce que pour réparer les erreurs passées, l'archevêque de Cap-Gaï, Monseigneur Pérodin, et le résident spécial belge, Guy Logiste, se font les échos du manifeste des Bahutus. Les Hutus sont des victimes, la politique coloniale précédente était mauvaise, il faut maintenant les soutenir dans leur révolte. Leurs tribulations seront vengées, une ère d'égalité arrive à grands pas. Je les comprends, en fait, ils veulent se défaire de ce qu'a fait Monseigneur Classe. On a vu que sa politique a aggravé le racisme dans la colonie, donc là, en fait, ils veulent remettre les pendules à l'heure. Oui, non mais ce sont des bonnes intentions. Mais c'est de la morale. Là, les Hutus sont en train de préparer une révolution. Grégoire Kayibanda est en train de préparer une révolution. Qui dit révolution dit violence. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais toute cette violence, elle sera justifiée au nom de l'égalité. Comment est-ce que ça va tourner pour les Tutsis? C'est dur à dire. En novembre 1959, un sous-chef Hutu est molesté par les Tutsis à la sortie de la messe, et c'est alors que tout le pays s'embrase.
Partout, on se met à brûler des maisons Tutsis. Dehors les colonisateurs. De son côté, l'UNAR, qui est donc le parti royaliste, tente de faire régner l'ordre et de protéger la monarchie et les Tutsis, mais ça sent pas bon pour eux. Mais les colons 2.0 vont les empêcher. Et oui, à sa grande surprise, ce ne sont pas les Hutus que l'UNAR va devoir combattre, mais la Belgique elle-même. La Belgique et l'Église ont décidé de se comporter comme des militants de la cause Hutu. Et ils le font en toute sincérité. Pour eux, la monarchie est une autorité légale mais tyrannique. Il faut maintenant l'humilier. Le résident spécial le dira lui-même plus tard. Aujourd'hui, après plus de 25 ans, je m'interroge sur les motifs qui me faisaient agir avec tant de détermination en faveur des Hutus. C'était sans nul doute la volonté de rendre à un peuple sa dignité. C'était peut-être tout autant le désir d'abaisser la morgue et d'exposer la duplicité d'une aristocratie foncièrement oppressive et injuste. Par conséquent, lorsque la révolution éclata, c'est le résident général qui enfonça les lignes des monarchistes et qui prononça l'état d'exception. L'année suivante, en 1960, le Parti Hutu, parti de Grégoire Kayibanda, remporte les élections. Et le 28 juillet 1961, la République est proclamée à Gitarama. Grégoire Kayibanda devient président de la République. Du coup d'état de Gitarama en 1961, donc l'instauration de la République, jusqu'à la guerre civile de 1990, il s'écoule 30 longues années. Donc les années du régime pré-génocidaire. On peut les appeler comme ça si tu veux. Mais c'est pas très rigoureux, on n'est pas censé savoir qu'un génocide se prépare. Mais ok, tu sais quoi, on va les appeler comme ça. Ces 30 années pré-génocidaires, elles se décomposent en 2 dictatures présidentielles. La dictature de Kayibanda et celle de Habyarimana qui a en fait renversé son prédécesseur. D'abord le régime de Grégoire Kayibanda. C'est un régime présidentiel à parti unique, le Parti Hutu qui a des relations avec la Belgique des plus amicales. Monsieur le Président, comment voyez-vous les relations futures du Rwanda indépendant avec la Belgique ? Les plus amicales. Mais il était tourné contre les Tutsis ou pas? Parce que si la révolution sociale a incendié les maisons des Tutsis, alors j'ai peur pour la suite. Pendant 12 ans, où le Parti Hutu est au pouvoir, il y eut, c'est vrai, des violences. Quelques massacres de Tutsis et un exode massif de Tutsis à l'étranger, dans les pays voisins. Qui sont Burundi, Congo, Ouganda, Tanzanie. C'est ça. Par exemple, en 1961, Paul Kagame, petit cousin de la reine, Rosalie Gikanda, qui est donc la reine du Rwanda, est emmené en Ouganda. Il est alors âgé de seulement 4 ans. Ce Paul Kagame, qui va devenir un personnage central de cette histoire, on va lui consacrer le dernier épisode de cette série, a grandi dans une famille Tutsi en Ouganda, comme des centaines de milliers d'autres. Cependant, tout le monde n'est pas parti. La reine du Rwanda, Rosalie Gikanda, qui est veuve de son mari depuis 1959, ne s'est pas exilée. Cette pauvre femme restera la dernière représentante de la monarchie sur territoire rwandais, vivant dans une simplicité monacale, avant qu'elle ne soit violée et tuée pendant le génocide. Malheureusement. Et tous ces Tutsis qui sont partis, ils veulent revenir ou ils sont partis pour toujours? Ils cherchent à revenir, mais les bureaux du Haut-Commissariat aux réfugiés sont lents à leur accorder un droit de retour. En décembre 63, les Tutsis décident de revenir par la force et ils tentent une invasion depuis le Burundi. C'est une attaque efficace et ils parviennent à s'emparer du Bugesera. Ils ne sont pas très loin de la capitale, Kigali. Immédiatement, la réplique est un massacre. Un massacre anti-Tutsi? Ordonné par le régime? Pas vraiment, c'est plutôt un massacre spontané. Mais tous les hommes politiques Tutsis ont laissé leur peau. C'est donc quelque chose de très 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 grave. En gros, entre 61 et 67, on pense qu'environ 20 000 Tutsis ont été assassinés et 300 000 ont pris le chemin de l'exil. Cette tentative de retour par la force, les Rwandais vont la surnommer l'attaque des Inyenzi. Terrible mot infamant, puisque Inyenzi signifie les cancrelats. Les Tutsis sont assimilés à des insectes. Donc les Tutsis de l'intérieur se font massacrer parce qu'il y a une attaque des Tutsis de l'extérieur. Et le génocide, c'est pareil. Et c'est pareil dans ses grandes lignes. Mais en beaucoup plus gros et beaucoup plus complexe en fait. Bon bref, le régime de Kayibanda finit par décliner au début des années 70. Ce déclin n'est pas dû au massacre de Tutsis, mais plutôt au régionalisme. Le régionalisme? C'est quoi ça? Tu sais, les Hutus sont majoritaires, donc c'est un très grand groupe, et parmi les Hutus, il y a plusieurs groupes en compétition pour le pouvoir. Il y a le clan de Gitarama, auquel appartient Kayibanda. Il y a aussi le clan de Butare, le clan de Kabaya, etc. Kayibanda, de plus en plus détesté par ses concurrents, cède à un réflexe plutôt malsain. Pour rebâtir une unité nationale autour de sa personne,
il choisit temporairement de recourir au bouc émissaire habituel de la politique rwandaise. Les Tutsis. Voilà, et donc en 1973, il évince les Tutsis de tous leurs postes des universités et même les chasse de leurs maisons et de leurs champs. Tiens, une anecdote à ce sujet. Est-ce que tu vois qui c'est Bernard Lugan? Un moustachu? Ouais. Style un peu british, bien sapé? Ouais. Avec un sarcasme permanent? Ouais. Non, je vois pas qui c'est. C'est un africaniste très clivant, très haut en couleur. Il fait partie des trublions du milieu scientifique. En gros, pour faire simple, le monde des historiens de l'Afrique se divise en deux grandes catégories. Ceux qui veulent voir tomber la tête de Bernard Lugan et ceux qui veulent la lui garder. J'appartiens plutôt à cette deuxième catégorie. En tout cas, j'ai pas de problème avec l'idée de lire des livres de Bernard Lugan, même s'il faut garder un œil critique, bien sûr. On aura peut-être l'occasion de revenir un jour sur cet escrimeur patenté, peut-être. Il a quand même provoqué le patron de Mediapart en duel. Pour l'anecdote, Bernard Lugan était professeur à l'université de Kabgayi, au Rwanda, en 73. Et il dira « Ce jour-là, j'ai été déniaisé ». C'est son expression. Il a vu, de ses yeux vus, un Tutsi se faire planter une machette au milieu du crâne. Sur le campus. Découverte un peu morbide des réalités exotiques africaines. Il essaie d'intervenir. N'approchez pas, professeur. Ceci n'est pas l'affaire des Blancs. Décembre 63, février 73, tu vois que le génocide n'a pas commencé et pourtant on sent qu'il existe, quelque part, un potentiel génocidaire dans ce pays. Bon, Kayibanda ne pourra pas maintenir son pouvoir après ces tueries, et en 73, il est renversé, lui et le groupe de Gitarama, par un autre groupe Hutu, le groupe de Kabaya, dont le fameux général Juvénal Habyarimana. Juvénal. Sympa comme prénom. Oui, alors tu parles ici à un fanatique absolu des prénoms rwandais. En préparant cette vidéo, j'ai vu passer des Protèdes, des Théonestes, des Tarsis, Calixte, Népomucène, Fulgence. La ministre de l'Environnement actuelle du Rwanda s'appelle Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, quoi. C'est magnifique. Bon bref, là on a un Juvénal. Juvénal Habyarimana prend le pouvoir et instaure une dictature présidentielle, qui se passe plutôt bien, jusqu'en 1990. Si Kayibanda avait persécuté les Tutsis en 73, lui, Habyarimana, il se contente d'établir des quotas régionaux et des quotas ethniques. Pour éliminer les Tutsis? Non, pour éviter les conflits ethniques et les conflits régionaux. Les Tutsis peuvent grimper l'échelle sociale, mais dans la limite du quota. C'est plutôt une mesure d'apaisement, en fait, dans le contexte. Mais le Rwanda, c'est un pays riche, pauvre? C'est un pays qui aurait bien du potentiel, produit pas mal de café, de thé. Il aurait du potentiel s'il n'était pas assommé par un éternel problème démographique. Il y a beaucoup trop de monde sur ce petit pays vallonné, les familles font trop d'enfants, la superficie des terres se morcelle de jour en jour. C'est le pays dont la densité de population est la plus élevée en Afrique. Entre l'indépendance et la guerre civile, on passe de 150 habitants au kilomètre carré à 380. Si chaque famille devait avoir une surface cultivable équivalente, elle n'aurait que 0,8 hectares. Tous les espaces naturels, archéologiques ou faunistiques sont peu à peu grignotés et exploités sans merci, et pourtant ça suffit pas. Et on peut pas diffuser des moyens de contraception? Non, surtout parce que l'Église catholique s'y oppose catégoriquement. Et les Rwandais sont d'accord avec plus ou moins tout ce qu'elle dit. Donc il n'y a pas trop de solution de ce côté. Après, peut-être qu'une solution pourrait venir de la rentabilité des exploitations. Sur ce sujet, Habyarimana, il a besoin d'aide, et c'est quelqu'un qui a plutôt bonne réputation en Europe. Il est soutenu à 100% par la France, comme on va le voir dans le prochain épisode, mais aussi il attire tout un tas de petites associations humanitaires qui voudraient l'aider un peu à augmenter la productivité de son agriculture. Donc au Rwanda, tu trouveras des Français, des Belges, des Canadiens, des Allemands même, qui viennent pour essayer d'aider un petit peu les paysans. Sous Habyarimana, le pays progresse quand même, des routes sont tracées, des équipements urbains importants apparaissent, et surtout la culture du thé et du café, destinée à l'exportation, connaît un vrai essor. Le bilan en 90 est donc plutôt positif, si ce n'était cette profonde crise démographique. Et en 90, l'enfer commence. Oui. On racontera la suite de l'histoire dans le prochain épisode, mais là je voudrais qu'on fasse une pause et qu'on mette un peu les choses au net. En 94, il y a eu
un génocide. Évidemment, c'est tempête sous le crâne des historiens pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là et pourquoi on n'a rien vu venir. Parce qu'on n'a rien vu venir. On n'a rien vu venir, on était complètement à côté de la plaque, on a constaté après coup. Le premier qui a vraiment essayé de répondre à toutes ces interrogations, c'est l'historien Jean-Pierre Chrétien. Et donc c'est lui qui va créer une sorte de polarité dans le monde des historiens. Parce que les historiens ne sont pas tous d'accord. Après, c'est vrai que si vous êtes français ou francophone, les vulgarisateurs que vous allez trouver sur France Culture, sur Mediapart, sur YouTube de façon générale, ils reprennent les idées de Jean-Pierre Chrétien. Quoi qu'il les habille et les simplifie un petit peu. Et alors c'est quoi l'idée de Jean-Pierre Chrétien ? Son idée, c'est un peu celle qu'on a exposée dans cette vidéo, à savoir... C'est la colonisation qui est responsable. Oui, en créant les privilèges Tutsis, qui étaient des privilèges raciaux, dans les années 20, ils ont créé un fossé entre les deux races. En d'autres termes, ils ont transformé des tensions sociales en tensions raciales. Et c'est ça qu'on leur reproche. Et on leur reproche également d'avoir importé cette politique au Burundi voisin, un pays où les Hutus et les Tutsis s'entendaient très bien, et où la monarchie, ironiquement, ne prétendait pas être Tutsi. Or, le Burundi va lui aussi connaître énormément de violence, on en reparlera. C'est dire à quel point les Belges et les missionnaires ont été complètement inconscients. Ça coïncide avec l'essor des penseurs racialistes de la fin du 19e, Gobineau et compagnie. Donc on imagine bien que ces théories raciales ont été portées dans le sac à dos des missions, et ainsi, ça a pu générer des effets pervers, aussi bien en Allemagne nazie qu'au Rwanda. C'est quoi ? C'est la fameuse hypothèse hamitique, l'idée que les Tutsis descendraient de peuples du Nord, descendraient de Cam, le fils de Noé. Et ensuite, l'hypothèse hamitique va être récupérée par les Hutus comme une sorte de preuve que les Tutsis sont des étrangers. En 1992, donc à la veille du génocide, il y a eu le fameux discours de Mugesera qui disait « Alors il paraît que vous venez d'Éthiopie ? Bon bah ça tombe bien, on va vous y expédier ». Et là, la boucle est bouclée. Le génocide rwandais est construit par un racisme importé d'Europe. Ok. Donc c'est à nous de présenter nos excuses. Ça serait à nous, ouais. Mais en vrai, si on fait abstraction du fait que c'est notre passé, c'est plutôt valable comme raisonnement. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même certaines limites à cette façon de voir les choses ? On est d'accord que les colons n'ont exterminé personne. Alors ça, c'est la première chose qui saute aux yeux. Ce ne sont pas les colons qui ont tenu le manche de la machette. La colonie belge était en paix. Et ils n'ont jamais, absolument jamais, songé à commettre le moindre massacre contre les populations du Rwanda ou du Burundi. Cette idée leur aurait paru complètement extravagante. Les Belges maintenaient un climat de sécurité. On pourrait se dire qu'ils ont suscité des violences. Mais là encore non, les Tutsis ne massacraient pas les Hutus au temps des Belges. Les Hutus ne massacraient pas non plus les Tutsis. Et comment le pourraient-ils, puisqu'alors ils se seraient exposés dangereusement à la force publique. Donc ça c'est une première limite, je dis pas que ça contredit ce qu'on a dit avant, mais en tout cas ces gens qui ont importé ces préjugés raciaux n'étaient pas violents. Il y a plusieurs choses qui sont un peu dérangeantes dans la thèse de Jean-Pierre Chrétien. D'abord, il n'y a pas besoin de l'hypothèse hamitique pour penser que les Tutsis sont venus tardivement au Rwanda. Et pour cause, il est très probable que ce soit vraiment le cas. Une fois qu'on a dit ça, on voit mal pourquoi il y aurait un rapport entre la haine anti-Tutsi de 1994 et une hypothèse hamitique à laquelle plus personne ne croyait dès les années 50. Il y a ici un problème dans cette comparaison qu'on fait avec les nazis. On voit bien qu'il y a un raccourci. Le racisme d'un missionnaire au Rwanda et le racisme d'un officier de la Gestapo, ça n'a tout simplement rien à voir. Concentrons-nous plutôt sur ce qu'on appelle le racisme. Au Rwanda, on parle d'un racisme ordinaire, élitiste. Monseigneur Classe a une vision élitiste de la société. Pour lui, l'élite qu'il a trouvée sur place, au Rwanda, c'était les Tutsis. Ça aurait été un autre peuple, il aurait pris un autre peuple. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'une élite. Et pour cause, on est ici sur un racisme qui touche aux moyens. La finalité, c'est la christianisation et le développement de la colonie dans son entier. La christianisation des Hutus et des Tutsis, ensemble. Et le moyen, c'est de favoriser une race prétendument dominante et lui assurer un monopole. Et ça, c'est juste une stratégie parmi d'autres. Il n'est absolument pas question ici de faire du mal aux Hutus. Certes, on les prive d'éducation, mais ce n'est que temporaire. Tant qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, on réserve ces places à l'élite. Et puis quand il y en aura assez, on les fera entrer à leur tour dans l'âge de l'éducation. Monseigneur Classe a ordonné des prêtres Hutus. Il a des amis et des collaborateurs Hutus. Il veut qu'ils aient accès à la catéchèse, aux écoles, aux services de l'administration, aux hôpitaux, etc. En fait, chez les missionnaires, il n'y a pas de haine raciale.
Les missionnaires développent des centres de soins, des nouvelles techniques agricoles plus modernes pour aider les producteurs Hutus. Ils pouvaient les aider à se procurer des graines, du matériel agricole, surtout si ça les incite à rester proches de l'Église. Il n'y a pas de haine raciale. Il n'y a pas de haine raciale, et donc il n'y a rien qui pourrait déboucher sur un génocide. Par contre, il y a des préjugés raciaux et une vision élitiste de la société. Chez les nazis, c'est très différent. Le racisme est doctrinal, il n'est pas un moyen, justement, il est la fin. La politique doit tendre à la purification de la race, et donc elle se cherche des moyens, et le génocide est le plus efficace de ces moyens. Donc dans le cas des nazis, on comprend tout à fait pourquoi ça débouche sur un génocide. Donc en fait, je ne vois pas vraiment le lien entre des préjugés raciaux au service d'une christianisation qui se veut pragmatique, et de l'autre, un racisme véritablement doctrinal. Oui, mais parce que là, tu parles du parallèle avec les nazis, mais oublions les nazis. Oublions les nazis, restons-en au Rwanda, non, parce qu'après on va partir dans des trucs... Ok, c'est juste un racisme plus souple, un racisme pragmatique, si tu veux l'appeler comme ça, mais il a vraiment dégénéré en génocide, lui aussi. Donc je comprends qu'on incrimine le racisme, parce que c'est quand même en ce nom qu'on massacre les Tutsis. S'il n'y avait pas cette distinction raciale, il n'y aurait pas eu de massacre. Ok, on peut dire ça, mais voilà encore, il y a un énorme problème. Et qui est même le problème le plus grave. À cause de la chronologie, peut-être. Oui, ça arrive beaucoup trop tard. La thèse fonctionne à condition que le logiciel raciste, la façon raciste de penser la société, ait perduré entre la fin de la colonisation et la guerre civile. Et c'est pas le cas ? Ben non. L'hypothèse hamitique n'a jamais été prise au sérieux après les années 50. C'est normal, ce sont les Hutus désormais qui dominent. Donc ils ne vont pas dire que les Tutsis sont une race de dominants. Logique. Oui, mais ça que tu comprends pas, c'est que finalement, ils ont switché. En réaction à la supériorité raciale Tutsi, ce sont les Hutus désormais qui vont prétendre être une race dominante. Mais les régimes Hutus n'ont jamais dit qu'ils étaient une race dominante. Ils ont juste dit qu'ils étaient une race autochtone. Et que les Tutsis sont des colonisateurs qui sont venus plus tard. Ça c'est quoi ? Ça s'appelle comment ? C'est du nationalisme. Écoute les Albanais quand ils parlent des Serbes. Ils ont exactement le même discours. C'est pas pour autant qu'ils vont faire un génocide. D'ailleurs, les gouvernements Kayibanda et Habyarimana ne tiennent pas de discours racistes. Quoi ? Alors là, c'est pas possible. Tu les as toi-même qualifiés de pré-génocidaires. On dit qu'ils sont racistes. On dit qu'ils ont préparé le génocide. Mais pourquoi on le dit ? On le dit parce qu'on sait ce qui va arriver. Parce qu'on lit l'avenir, nous. Mais quand tu les lis, indépendamment de ce qui va arriver plus tard, quand tu lis leurs discours, ce sont des discours qui sont très standards, qui n'éveilleraient pas tes soupçons. Je t'assure, hein, tu peux aller chercher des tirades hitlériennes dans le Rwanda entre 60 et 90, tu vas être déçu, il n'y en a pas. Jean-Pierre Chrétien parlait de nazisme tropical, mais ce mot est beaucoup trop fort. Il est tellement poussif. La vérité, c'est que les sources sont muettes. Entre 1959 et 1990, les discours ouvertement racistes, au sens juste du terme, n'existent pas. Je vais te donner un exemple. Un jeune historien, Florent Piton, citait pour illustrer le racisme de Kayibanda la lettre aux réfugiés Tutsis qui date du 11 mars 1964. Kayibanda s'adressait aux Tutsis exilés qui, à cette époque, attaquaient le pays depuis le Burundi. Ce discours est parfois cité comme preuve du racisme ouvert, objectif, évident du régime Kayibanda. La citation donnée par Florent Piton est la suivante. « Qui est-ce qui se rend coupable de génocide ? En supposant que vous réussissiez l'impossible en prenant d'assaut la ville de Kigali, comment mesurez-vous le chaos dont vous seriez les premières victimes ? Je n'insiste pas, vous le devinez, sinon vous n'agiriez pas en séide et en désespéré. Vous le dites entre vous, ce serait la fin totale et précipitée de la race Tutsi. Que ses complices en subissent les conséquences, il n'y a rien de plus normal. » Ah bah ça, si c'est pas du racisme, je comprends plus rien. Oui, c'est ce que j'ai pensé en lisant cette citation donnée par Florent Piton. Mais ici, je suis désolé, c'est un exemple typique de malhonnêteté intellectuelle. En fait, Piton fait semblant de ne pas comprendre. Moi, j'ai lu le texte original. Tu vois les petits crochets ? Il y a 15 paragraphes entre les deux phrases. 15 paragraphes, ça change complètement le sens. Preuve que Kayibanda ne vise pas les Tutsis en tant que Tutsis, à un autre moment du même discours, il dit « Au-dessus de l'affliction que la malhonnêteté de certains d'entre vous nous a causée en nous traitant de génocide, au-dessus de la peine que nous avons éprouvée, en dépit de tout cela, nous avons estimé utile de vous adresser un salut fraternel, avec l'espoir que beaucoup d'entre vous l'entendront. Certains d'entre vous, en grand nombre, ne demandent que la tranquillité pour se faire leur état nouveau à l'étranger, s'installer et chercher des moyens pour faire vivre honorablement leur famille.
Ils sont raisonnables et ce sont ceux-là que nous n'avons cessé d'inviter à rentrer au pays s'ils le veulent. Certains d'entre vous ne se font pas à la vie à l'étranger et désireraient rentrer si l'atmosphère où ils vivent s'y prêtait. Nous sommes à leur disposition pour leur faciliter le retour, pour autant que leur démarche ne soit intégrée dans les menées subversives et terroristes comme celle de décembre dernier. Référence à l'attaque de décembre 63. Je ne parle pas des tensions raciales évidentes et profondes qu'il y a au Rwanda, mais je vous demande juste du point de vue des autorités politiques, est-ce que ce discours est raciste ? Non, c'est un discours de guerre contre des ennemis armés, les Tutsis qui attaquent aux frontières, mais il n'est pas question ici d'y assimiler la race Tutsi dans son entier. Bien sûr, il y a eu des massacres, mais il n'était pas à l'instigation du gouvernement. La phrase problématique citée par Python, ce serait la fin totale et précipitée de la race Tutsi. Pourquoi Kayibanda la prononce ? C'est une phrase en italique dans le texte qui voulait prévenir les attaquants qu'en cas d'attaque, il y aurait peut-être une fureur populaire incontrôlable. Mais ça ne veut pas dire que Kayibanda souhaite cette fureur populaire. Donc vous voyez, il se met à la place des Tutsis de l'intérieur. C'est un peu comme si Hitler avait dit dans les années 30 « J'ai un problème avec certains juifs, mais pas tous ». Vous voyez bien que c'est en contradiction totale avec le corps de doctrine qu'il essaye de transmettre dans la société allemande. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu du racisme en carton. Mais alors du coup, comment tu expliques les massacres ? Comment tu peux en rester là ? Parce qu'à t'entendre, en fait, il n'y a eu aucun problème avec les régimes pré-génocidaires. Ils étaient sympas comme tout, circulaires, rien à voir. Non, c'est pas ça. Je suis pas en train de disculper le régime Kayibanda. Je dis simplement que les discours politiques qu'il tenait n'étaient pas racistes. C'est tout. Autrement dit, pendant ces 30 années de régime pré-génocidaire, il n'y a pas eu d'entretien de la rhétorique raciale. Il y avait entretien d'autre chose. Autre chose a véritablement été entretenue pendant 30 ans. Quelque chose de vraiment problématique. La violence, elle se fait au nom d'une idéologie révolutionnaire. C'est Robespierre qui est de retour au Rwanda en 1959. Encore lui. Il y a une rumeur qui dit que Kayibanda était un admirateur de Robespierre. À l'école, il semblerait qu'on l'ait surnommé Robespierre. Ce n'est qu'un indice anodin, mais on peut le garder en tête quand même. De quoi parle-t-on dans les discours publics entre 1961 et 90 si on n'y parle pas de race ? On doit bien y parler de quelque chose. On y parle de lutte des classes. En 1957, dans le manifeste des Hutus, les Tutsis sont décrits non comme une race supérieure ou inférieure, comme on le dit parfois. Non, elle est décrite comme une race privilégiée. C'est une race colonisatrice. Et c'est ça, la toile de fond du génocide. C'est avec ça qu'on a noyé l'oreille des citoyens à chaque émission radiophonique dans les mois qui ont précédé le génocide. On parlait de quoi ? On parlait d'égalité, de justice sociale, de progrès. On parlait de protéger les acquis de la révolution sociale de 59. On le dit clairement, mot pour mot. C'est ça que les sources rabâchent dans toutes les layettes et tous les cartons d'archives. Allez, on va faire un petit peu de philosophie politique. Souviens-toi, pour le philosophe Jean-Jacques Rousseau, et donc pour Robespierre, qui est en quelque sorte son émanation historique, le peuple doit exprimer sa volonté générale lors des élections. Il en sort une majorité, et la majorité, nous dit Rousseau, ne peut pas avoir tort. Pourquoi elle ne peut pas avoir tort ? Parce que chez Rousseau, l'homme est naturellement bon. Et donc à l'état naturel, libre de toute influence, il fait forcément les bons choix. Ouais, l'homme est bon, la société le corrompt. Cette majorité exprime la volonté générale, avec un V et un G majuscule. Elle tire l'humanité vers le progrès. Et puis, il y a la minorité, celle qui n'a pas voté bien. Celle-là, elle est coupable. Coupable de quoi ? De s'être trompé ? Coupable d'avoir écouté ses intérêts particuliers. Ses intérêts qui peuvent être des intérêts de groupe, de religion, voire de race. Et là, on tombe sur le cas du Rwanda. Cette partie-là, nous dit Rousseau, n'appartient pas au peuple. Comment pourrait-elle lui appartenir ? Elle est l'ennemie du peuple. Et ses intérêts, ce sont des intérêts aristocratiques, féodaux, monarchistes ou même capitalistes. En aucun cas, il ne s'agit des intérêts de la nation. Et c'est ça qu'il reproche aux Tutsis ? Oui, les Tutsis sont un groupe aristocratique et féodal. C'est ça que dit Kayibanda. C'est ça qui pose problème. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Être délivré de la tutelle belge ou avoir été délivré du régime féodal ? Les deux sont que deux phases pratiquement d'un même problème qui se présentent plutôt sous un angle féodal avant, sous un angle colonial après.
C'est ce que disent les politiciens Hutus, c'est ce que dit Kayibanda, mais cette idée, elle est omniprésente aussi chez les démocrates chrétiens, comme Guy Logiste ou Monseigneur Pérodin. Individuellement, leur race n'est pas un problème, on n'est pas dans du racisme, mais collectivement, ils ont un intérêt à agir contre le peuple. Ils parasitent le jeu des élections. Mais tant qu'ils restent minoritaires, où est le problème? Oui, on pourrait se dire, ils ne sont qu'une minorité qui perdra les élections. Oui, mais s'ils deviennent professeurs, journalistes, chefs d'entreprise, alors ils vont commencer à exercer un pouvoir sur l'opinion générale. Et ce pouvoir, ils l'utiliseraient à leur profit. C'est agir démocratiquement que de les en empêcher. C'est ça qui explique pourquoi Kayibanda les fait déguerpir des universités en 1973, comme on l'a vu. Et ça peut créer un génocide? Non, pas forcément. En fait, tout va dépendre de l'attitude des Tutsis. Soit ils se laissent faire, ils se taisent, auquel cas leur existence sera tolérée. Soit ils ne se laissent pas faire, ils ne se laissent pas déposséder de leurs anciens privilèges. Ils cherchent à revenir, à reconquérir le pouvoir. C'est ce qu'ils font en 63, et c'est ce qu'ils font en 90. Et alors dans ce cas, la violence est autorisée par la révolution, elle est même nécessaire. Et cette violence, elle vise qui? L'ensemble de la communauté d'intérêt Tutsi. Pas simplement les attaquants Tutsis, mais aussi ceux qui profiteront de cette attaque, les gentils citoyens Tutsis de l'intérieur. Et c'est là que si Florent Piton était là, il pourrait nous citer le discours de 64. Un petit nombre d'entre vous sont des fanatiques et ne peuvent pas mesurer les grands pas qu'a réalisé l'histoire du Rwanda et de l'Afrique depuis les 3 dernières années. Ces féodaux impénitents se livrent à une propagande qui tend à convaincre que le régime Mwami pourra être réinstauré. Le général Habyarimana, lui, conserve cet état d'esprit. Il ne remet pas en question les fondements philosophiques du régime. Il essaie simplement d'éviter de trop grandes conséquences sur les Tutsis, qu'il a tendance à protéger. Pour lui, tant qu'il n'y a pas d'attaque extérieure, il n'y a rien à craindre de la part des Tutsis. C'est quelqu'un qui a tendance à apaiser la question. À condition que les Tutsis se soumettent politiquement, bien sûr. Or, en 1990, les Tutsis attaquent. Bon, ok, j'ai compris. En gros, tu penses qu'on fait face à une idéologie révolutionnaire, un peu socialiste, qui peut faire penser à la Révolution française dans un sens. Mais admettons que ce que tu dis est vrai. Pourquoi l'Église et la Belgique ont soutenu cette évolution? Je vois pas pourquoi ils l'auraient fait. Moi, je les vois plutôt comme des institutions conservatrices. Pourquoi soutenir une révolution? Par progressisme. Parce que vois-tu, le parti Hutu, il a beau être socialisant, révolutionnaire, parti de masse, persécuteur, on peut le dire, malgré tous ses défauts, il a 2 qualités. 2 qualités qui le rendent en fait très précieux comme allié. D'abord, il est anticommuniste. L'UNAR, le parti monarchique Tutsi, est dans un combat pour l'indépendance et donc il est plutôt proche des communistes. Il y avait un danger d'ingestion soviétique. Et ça c'est très vrai, la Belgique, si vous voulez, elle s'inscrit quand même dans le bloc de l'Ouest de la guerre froide. D'accord, on veut bien décoloniser, mais il est hors de question que l'on donne le Congo et le Rwanda aux successeurs de Staline. Donc ce paramètre, il compte pour le Congo, il compte évidemment aussi pour le Rwanda. Et la deuxième qualité? Le parti Hutu est un parti chrétien. Et il le revendique. Il approuve la doctrine sociale de l'Église et estime qu'il l'a réalisée. Et comment en douterait-il puisque son action révolutionnaire a été bénie par un évêque, Monseigneur Pérodin, dans la fameuse homélie qu'on appelle le mandement de carême, et qui est un soutien, même plus que ça, qui est un adoubement ecclésial de l'idéologie du parti Hutu. Donc, le parti Hutu, révolutionnaire, anticommuniste, chrétien. Drôle de mixture, mais une mixture un petit peu héritée des démocrates chrétiens, d'une certaine façon. Pourquoi les démocrates chrétiens n'aimaient pas les communistes? Parce que ce sont des communistes et qu'on les aime pas, de façon générale. Mais aussi parce qu'ils sont athées. Le communisme est pratiquement synonyme d'athéisme dans le langage de cette époque. Et donc le parti Hutu, c'est une espérance d'éloigner cet athéisme persécuteur de chrétiens. Et en plus, on a avec eux des relations plus amicales. Je dis ça vraiment pour essayer aussi d'expliquer pourquoi les démocrates chrétiens ont fait ce choix. Voilà, ça sort pas du chapeau. Il y avait aussi un contexte, même si évidemment aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, on se demande si c'était bien une bonne idée. Pour conclure cet épisode, on peut dire que la colonisation a eu pour principal effet de scléroser les relations entre Tutsis et Hutus. Les missionnaires ont fait l'erreur d'introduire un certain racisme dans les sélections pour les écoles et les séminaires, ou dans l'accès aux principales sphères du pouvoir.
Cette décision inconsciente a certainement frustré les Hutus et a eu son importance dans la suite des événements. Il aurait été important, au contraire, de préserver un certain nombre de chefferies Hutus afin de ne pas briser leur élévation sociale. Pour autant, d'un point de vue strictement idéologique, le racisme colonial n'est pas la matrice génocidaire que les historiens cherchent. En effet, ce racisme n'était qu'un ensemble de préjugés diffus qui n'ont pas vraiment survécu aux années 50. Ce qui a structuré le discours génocidaire, c'est plutôt une pensée révolutionnaire, égalitariste et marxisante, pour laquelle le Tutsi représentait le pouvoir féodal philosophiquement injuste. Or, le pouvoir Hutu, comme pratiquement tous les pouvoirs de ce type, s'est rapidement transformé en banale dictature clanique. Les Tutsis ont découvert alors l'hypocrisie intrinsèque à ce genre de discours. Pour lui, le peuple a été payé en monnaie de singe. Persuadés d'avoir été floués, les Tutsis font donc ce choix irréversible de reconquérir le pouvoir depuis un pays étranger. C'est ainsi, comme on va le voir dans le prochain épisode, que le Rwanda va entrer dans le chaos.